Ça, c'était mon dos avant. Et ceci, c'est mon dos actuellement. Je pense que vous avez compris, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait récemment opérer d'une scoliose. Mais qu'est-ce que c'est qu'une scoliose exactement en fait? Eh bien c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut les petits scientifiques! Alors, ça date un peu quand même, n'est-ce pas? Parce que oui, pour rappel, je publie tous les dimanches normalement. D'ailleurs, merci à Futurey d'avoir maintenu un rythme rigoureux pour les shorts. Mais bref, en tout cas, aujourd'hui, je pense que je suis dans une bonne position pour traiter le sujet de la scoliose en général. Et ensuite, j'aborderai le déroulement d'une chirurgie réparatrice de scoliose. Eh bien, allons-y alors! Alors, avant de parler de la scoliose, il serait peut-être plus judicieux d'expliquer comment se structure la colonne vertébrale, qu'on peut aussi appeler le rachis. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que, comme n'importe quel vertébré qui se respecte, on est constitué d'une colonne vertébrale au niveau du dos. Et cette colonne est composée de vertèbres. Justement, à propos de ces vertèbres, chez la plupart des vertébrés, on peut caractériser 4 parties majeures. La partie cervicale, thoracique, lombaire et pelvienne. Par contre, il faut garder en tête que le nombre de vertèbres exact peut légèrement varier selon les individus. Certes, généralement, un humain possède 33 vertèbres, mais parfois, il peut avoir quelques vertèbres en plus par-ci par-là. C'est totalement normal. Dans le modèle standard, chaque vertèbre est nommée en fonction de la première lettre de sa région, suivi d'un nombre qui commence de 1 jusqu'à la dernière vertèbre de la région. Je voulais juste porter attention sur la partie pelvienne du dos. Dans cette partie, on retrouve le sacrum et le coccyx. Et à propos du coccyx spécifiquement, eh bien chez l'humain, les vertèbres de cette partie sont fusionnées. On retrouve notamment des vestiges osseux constituant la queue des mammifères. Et pas d'esprit mal placé s'il vous plaît. En tout cas, maintenant, vous avez une bonne idée de comment le dos est constitué. Et maintenant, pour introduire à ce que c'est la scoliose, on va faire une petite comparaison. Ça, c'est un dos schématisé normal. Et ça, c'était mon dos. Ouais, effectivement, pas exactement la même chose. On remarque bien cette sorte de virage qu'il y a dans ma colonne, qui est bien évidemment pas du tout normal. En fait, c'est un peu indirectement comme ça que j'ai trouvé ma scoliose. En fait, on a remarqué que j'avais une scoliose lorsque j'étais chez le médecin. Il m'a demandé de me pencher en avant et il a remarqué une petite bosse sur mon dos. Et bien en fait, ça c'est indirectement dû à la courbure du dos. Bref, je sais que ma vie ne vous intéresse pas forcément, du coup fin de la parenthèse. Mais en fait, concrètement, c'est quoi une scoliose? C'est une déformation du dos? Eh bien, pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Précisément et rigoureusement, une vraie scoliose, c'est une déformation en 3 dimensions. Et le caractère clé qui définit fatalement si on a une scoliose ou non, c'est le pivotement des vertèbres. Juste pour du vocabulaire, les vertèbres qui se retrouvent pivotées, donc pivotées sur un axe j'entends, eh bien c'est ce qu'on appelle les vertèbres apicales. En plus ça tombe bien, j'ai des documents, donc je vais vous les montrer. Bon, on va pas parler de toutes ces données, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Là, ce qui m'intéresse, c'est les vertèbres apicales, justement. Ceux-là. Sur le document, c'est écrit qu'ils ont mesuré une rotation de 15 degrés sur cette vertèbre et une rotation de moins 13 degrés sur celle-ci. Alors, faut pas oublier que ces mesures sont souvent très approximatifs. Donc voilà, ce pivotement des vertèbres, c'est vraiment ce qui définit une scoliose. Ce qu'on peut avoir à la place d'une scoliose, c'est une attitude scoliotique. Et ce n'est pas vraiment la même chose. Une attitude scoliotique, c'est une déformation du dos, mais déjà c'est pas forcément en 3D, et surtout il n'y a pas de pivotement des vertèbres. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent une attitude scoliotique c'est un problème postural, donc ça se corrige avec des séances de kinésithérapie, etc. Mais c'est pas le cas pour une scoliose. Oui, on peut faire des séances de kiné lorsqu'on a une scoliose, mais c'est pas pour la corriger. C'est pour la ralentir, ou pour faciliter la vie future, par exemple. Le seul moyen de corriger une scoliose, c'est par l'opération. Ça, c'est vraiment ce qui différencie une scoliose du reste. Ensuite, bon, il existe aussi d'autres types de déformations du dos,
comme la kyphose, qui est un dos trop arrondi, comme ça, et la lordose qui est l'inverse, c'est-à-dire c'est un creux dans le dos, mais c'est souvent en bas aussi. Dernière image pour illustrer cette déformation en 3D du dos, et bah la voici. Si c'est pas clair, en fait, ici, ils ont modélisé ma colonne vertébrale en 3D, et là on le voit de haut. Et on voit bien que, voilà, c'est pas qu'une déformation dans un plan 2D, on voit bien que le dos il tourne un peu dans tous les sens. Ce qui met bien en avant la déformation en 3D. Bon, maintenant, vous comprenez ce que c'est qu'une scoliose, en tout cas dans les grandes lignes. Mais maintenant, on peut se demander comment on caractérise concrètement la gravité d'une scoliose. Eh bien, je vais vous introduire à ce qu'on appelle l'angle de Cobb. L'angle de Cobb, comme son nom l'indique, c'est un angle. Et pour mesurer cet angle, justement, il suffit de repérer les deux vertèbres les plus inclinées sur le plan. Généralement, c'est tout en haut et tout en bas de la déformation. Ensuite, vous tracez une droite sur chacune de ces deux vertèbres, de sorte qu'elles soient parallèles à la vertèbre, justement. Ces deux droites finiront par s'intersecter à un point. Eh bien, l'angle de Cobb, c'est tout simplement l'angle au niveau de l'intersection. Donc ici. Je précise tout de même qu'il peut avoir plus qu'un angle de Cobb. Par exemple, mon angle de Cobb majeur mesure 45 degrés, environ. Mais j'ai un deuxième angle de Cobb, qui est mesuré sur cette déformation-là, et celui-là mesure plutôt environ 24 degrés. Et bien voilà, maintenant on va s'intéresser à comment réparer une scoliose. Tout d'abord, avant de parler de cette chirurgie, j'ai envie de mettre en avant le fait que cette solution est souvent prise en dernier recours. En effet, dans toutes les opérations chirurgicales visant à réparer une scoliose, derrière il y a toujours une nouvelle conséquence, et souvent c'est la rigidité du dos. Mais à part la chirurgie, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, comme dit précédemment, à part l'opération, il n'y a aucun moyen de réparer une scoliose. Tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir sa croissance, voire même l'arrêter. Et pour faire ça, personnellement, moi je ne connais que deux méthodes. La kinésithérapie, donc c'est-à-dire des exercices spécifiques permettant de renforcer certains muscles, dans ce cas surtout les muscles du dos et les abdos. Et la deuxième option qui va souvent de pair avec la kiné, c'est le corset. Et d'ailleurs j'en ai porté un pendant à peu près un an. Pour faire court, un corset c'est une sorte d'armure, pas vraiment, non. Mais en tout cas c'est quelque chose qu'on enfile au niveau du haut du corps, et qui est fabriqué sur mesure, en fonction de la déformation du patient. En France, l'opération commence à être très recommandée lorsque l'angle de Cobb se situe entre 40 et 50 degrés. Et bah dans mon cas, pas de chance, c'est là où je me situais. Ici je ne vais pas faire des généralités sur les opérations du dos, parce que selon les pathologies et les cas, ce n'est pas toujours les mêmes types d'opérations qui sont mises en œuvre. Moi dans mon cas, je vais surtout parler de l'arthrodèse par voie postérieure. Une arthrodèse rachidienne j'entends. L'idée générale de l'opération, c'est d'insérer deux barres en métal, souvent en titane ou en cobalt, et de faire tenir ces deux barres grâce à des vis plantées dans les vertèbres. Et dans un second temps, fusionner certaines vertèbres de la colonne afin de stabiliser la colonne à cet endroit. Bon, je pense que vous le devinez, mais bien évidemment que premièrement on me met en anesthésie générale, et après ça normalement il n'y a aucun risque que je me réveille, et puis de toute manière si je me réveille, derrière ils ont des équipements qui mesurent mes battements, ma respiration, etc. Et donc si je me réveille, ils le verront. Juste un petit détail, mais je le dis quand même, avant de faire l'incision sur le dos, ils installent notamment tout un tas d'équipements permettant de faire un MNPO, abrégé pour Monitoring Neurologique Péropératoire. En gros, par le biais de capteurs qui parcourent tout mon corps, ils arrivent à suivre en temps réel l'activité des nerfs et de la moelle épinière, afin de surveiller d'éventuelles souffrances neurologiques par exemple. Parce que oui, là c'est important, on manipule directement le dos. Pour rappel, la colonne vertébrale c'est vraiment l'autoroute neurologique et nerveux du corps. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Et ensuite ils nettoient le dos avec des produits antiseptiques, pour vraiment aussi prévenir toute infection. Ça c'est très important, durant l'opération et aussi post-opératoire. Ensuite, quand tout est prêt,
le chirurgien utilise un scalpel pour faire l'incision, en essayant de suivre la courbure de mon dos, qui pour le moment est toujours tordue. C'est d'ailleurs pour ça que ma cicatrice n'était pas droite, d'ailleurs. Et maintenant, le chirurgien fait face aux muscles paravertébraux, donc les muscles du dos quoi, et il les écarte délicatement pour exposer la colonne vertébrale. Mais au passage, j'ai aussi envie de parler d'autre chose qu'on fait pendant ce processus. De nos jours, pour poser les implants précisément, on utilise une imagerie en temps réel. En fait, ça permet aux chirurgiens de voir exactement ce qu'ils font. Mais bon, après je sais pas si c'est exactement ce que j'ai eu, donc je pense que ça dépend du matériel qu'ils ont. Toujours dans le but de faire tout ça de manière sécurisée. Il place 2 vis pédiculaires sur chacune des vertèbres, au niveau de la pédicule donc, c'est la partie osseuse qui relie l'avant et l'arrière de la vertèbre. Puis il insère des vis métalliques, donc souvent titane. C'est pour supporter les fameuses barres métalliques. Et bon, là ça peut beaucoup varier selon les opérations et même les préférences des chirurgiens, mais en tout cas le but final, c'est que ces 2 barres en métal permettent de redresser la colonne et de la maintenir à cette position. Souvent les barres métalliques prennent déjà la forme de ma courbure, et ensuite il utilise un ensemble d'instruments pour redresser lentement et progressivement ma colonne. D'ailleurs sans oublier de repivoter mes vertèbres, qui pour rappel d'après la définition d'une scoliose, sont pivotées. Et enfin, la partie arthrodèse de l'opération, c'est la fusion osseuse. Je vais faire très simplifié, mais le chirurgien possède une greffe osseuse, souvent une autogreffe, donc c'est-à-dire un os qui vient directement de mon corps, et il le place au niveau des vertèbres pour les fusionner entre eux, afin de fortifier le tout. Et ce fusionnement peut prendre des mois, donc c'est-à-dire que même à l'heure où je tourne cette vidéo, mes greffes osseuses ne sont pas totalement fusionnées encore. Et enfin, quand tout est fini, le chirurgien remet les muscles en place, met des points de suture pour fermer le tout, moi j'ai eu des agrafes et un fil résorbable, et ensuite en route dans la salle de réveil. Cette opération est très longue, pour une et simple bonne raison, de pas me paralyser tout simplement, pour les raisons citées précédemment, à savoir la moelle épinière qui est littéralement située dans la colonne, et qui permet toutes mes fonctions motrices et plus. Et aussi parce que vous imaginez que replacer chaque vertèbre correctement et le repivoter correctement manuellement, c'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment quand même. De mon côté, moi je me déroule plutôt pas mal, même si je vais être honnête, c'est assez pénible niveau mobilité, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.